On va en parler évidemment avec Charles Gave, que nous sommes toujours heureux de recevoir, président de l'Institut des libertés, économiste. Et vous allez écouter, alors depuis quelques jours, il y a l'audition des patrons de Twitter, des anciens patrons de Twitter, bien sûr, des commissions de censure, des commissions de surveillance, etc. et tous. Alors c'est passionnant, passionnant. Si on a le temps, on peut écouter pendant des heures sur certaines chaînes américaines. Mais en attendant, écoutez déjà ce court extrait sonore. Et puis on va en parler avec Charles Gave. Écoutez. Les fichiers Twitter ne sont que la partie émergée de l'iceberg, car il y a bien plus. Il y avait un système de corruption au plus haut niveau entre le FBI et Twitter. Ne cherchez pas plus loin que Jim Baker, ancien avocat général au FBI qui a aidé à enquêter illégalement sur Donald Trump lors de l'élection de 2016. Ou regardez le chef de cabinet adjoint de Jim Comey, qui est devenu le directeur de la stratégie chez Twitter. N'est-il pas vrai, d'après les dossiers de Twitter, qu'il y avait tellement de fonctionnaires du FBI qui sont ensuite allés travailler chez Twitter qu'ils ont créé leur propre canal Slack et leur propre fiche d'information pour l'intégration? Les dossiers Twitter l'ont confirmé, exact? Exact. Savez-vous, tout comme le peuple américain, que selon un sondage réalisé auprès des personnes qui ont été mises au courant de l'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden, 53% auraient changé leur vote, dont 61% des démocrates. C'est la définition de l'ingérence électorale. Et c'est la définition de l'ingérence électorale par le FBI, au nom des démocrates, payés par les contribuables américains. C'est de la collusion, c'est de la corruption, et c'est inconstitutionnel. Ah ben écoutez, quand on entend ça, on se dit qu'on ne serait pas mécontent d'avoir des commissions parlementaires à l'Assemblée nationale ou au Sénat qui interrogent avec autant d'acuité les responsables. C'est vrai. Vous en pensez quoi, Charles Gave? J'en pense que, mon cher André, vous devriez faire la demande à Monsieur Musk de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu les mêmes saloperies dans Twitter France? Oui, c'est vrai qu'on pourrait Vous pourriez demander les dossiers, parce que ça fait Musk, il a fait quelque chose de très intelligent. Quand il a pris le contrôle de Twitter, d'abord il a viré 80% des gens qui servaient à rien, et il n'y a eu aucune baisse du chiffre d'affaires, bien au contraire. Et la deuxième chose qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert les placards, comme vous l'avez dit, et il a demandé à 2 journalistes de gauche, mais de la gauche, si j'ose dire, libertaire, pas de la gauche trotskiste. Pas de la gauche woke, Trotsko-woke. Il a demandé à 2 parfaitement réputés aux États-Unis, dont personne ne peut mettre en doute, de sortir les dossiers, de les éditer. Et donc, on commence à avoir la vérité, ça sort petit à petit, et ce qu'on découvre est absolument extraordinaire. Par exemple, M. Baker, qui a été cité par cette représentante, il était le patron juridique du FBI. Le patron juridique du FBI. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, le fait FBI dépend du ministère de la Justice. Il dépend du ministère de la Justice. Donc c'est un petit peu comme si en France, on avait le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice qui étaient fusionnés, vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est un pouvoir absolument inouï. Et le pouvoir du ministère de la Justice, c'est de poursuivre ou de ne pas poursuivre. C'est-à-dire que vous pouvez amener des dossiers absolument extraordinaires au ministère de la Justice. Ils peuvent décider de ne pas poursuivre. Ah, s'il ne veut pas poursuivre, il ne poursuit pas. Il ne poursuit pas. Voilà. Donc, parce que ce qui est embêtant, c'est que le Congrès, la Chambre des représentants, peut faire des enquêtes, peut faire sortir les dossiers, ce qu'elle fait d'ailleurs avec beaucoup d'intérêt. Mais ce qui se passe, c'est qu'ensuite, le seul qui est le monopole de la poursuite, c'est le ministère de la Justice. Donc, ils transmettent le dossier pour poursuite au ministère de la Justice. Mais c'est la même chose chez nous en France. Je connais un dossier sur un président de la République qui a été déposé auprès de la première magistrate de France, et ça fait à peu près 3 ans qu'on attend qu'il y ait la moindre enquête. La moindre démarche. Mais alors, pour rester sur les Twitter Files, comment ça se passe? C'est-à-dire, c'est intéressant, Charles Gave, vous l'avez bien regardé, ça étudié. Qu'est-ce qui fait? Comment le FBI conseillait aux responsables de Twitter d'éviter de parler de cela? Il faut savoir que techniquement. Et d'abord, il faut savoir que dans la Constitution américaine, il est interdit à l'État de pratiquer la moindre censure. Totalement. Le Congrès des États-Unis ne fera pas de loi pour empêcher la libre parole. Bon, c'est vite dit, donc pas de loi, pas rien. Donc les gars du FBI ne peuvent pas demander la censure. Mais par contre, s'ils prennent le contrôle amical de Twitter, ils peuvent à ce moment-là demander aux gars de ne pas répercuter ce que disent ces personnes qu'on n'aime pas.
Ah oui. On les censure. On vous censure pas, mais n'ébruitez pas la chose. Enfin, ne postez pas. Vous passez pas. Vos idées ne passent pas. Et comme c'est à peu près la même chose chez YouTube, chez Facebook, chez tous, si vous voulez, il devait y avoir les mêmes gars que le Congrès des États-Unis va essayer de trouver, d'ailleurs, enfin la Chambre des représentants, savoir s'il y avait la même chose chez Facebook, chez les autres. Ça va être amusant. Et ils ont le pouvoir de lancer des commissions d'enquête. Donc on peut pas... Et quand on est devant eux et qu'on témoigne, on ne peut pas mentir. Si vous mentez et que vous êtes convaincu de mensonge, c'est quasiment la prison à vie. Oui, parce que vous prêtez serment. Vous prêtez serment. C'est ça. Vous prêtez serment. Donc vous pouvez pas mentir. Donc les types sont bien embarrassés. En général, ils bottent en tous. On dit je me souviens pas, j'étais pas là ce jour-là. Oui, ou comme a dit un des patrons de Twitter, moi je m'occupais pas de cette section. Personne ne s'occupait de cette section. Voilà, de ceux qui avaient, parce qu'il y avait des rendez-vous avec le FBI réguliers. Réguliers. Et non seulement il y avait des rendez-vous réguliers, mais comme je vous le dis, le patron du FBI avait été nommé à Twitter pour bien coordonner tout ça. D'accord. Et alors, si on veut remonter vraiment à l'origine de tout ça, c'est quand même la première fois dans l'histoire des États-Unis, à ma connaissance, ça s'est peut-être passé avant, j'en sais rien, mais en tout cas à ma connaissance, en tout cas là on le trouve, que le ministère de la Justice est accaparé par un parti, le Parti démocrate, pour essayer de détruire son rival. Vous voyez ce que je veux dire ? On l'a bien vu avec ce qui est arrivé à ce pauvre Trump, etc. Et ça ne peut pas être arrivé par hasard. C'est-à-dire que je pense honnêtement, et c'est peut-être ce qui va sortir de ces enquêtes, c'est ce qu'on va voir, que la présidence Obama avait noyauté complètement le ministère de la Justice depuis des années. Ils ont eu 8 ans pour le faire. Pour que le cas échéant, si c'était Madame Clinton, ou ils pensaient que c'était allait être Madame Clinton, mais pour pouvoir coincer Madame Clinton aussi. Et donc c'est la première fois qu'on voit une tentative de prise de pouvoir d'un des 3 pouvoirs aux États-Unis par une force non démocratique. Alors justement, mais comment Twitter pouvait, enfin comment ils ont pu cacher ou masquer ça pendant des années et des années? Prenez l'exemple de l'ordinateur du fils de Biden, Hunter Biden. Le fameux ordinateur. Il l'a abandonné parce qu'il était complètement cramé. Ce gars a un pet au casque, il y a un petit moment qu'il n'est pas bien normal, mais il avait laissé son ordinateur chez un réparateur dans son coin. Absolument. Et le type, il est pas venu le rechercher, et donc au bout de 6 mois, je crois, quand quelqu'un n'est pas venu rechercher un ordinateur, il appartient à celui qui l'a réparé. Et donc le type il a vu l'ordinateur, il a été absolument affolé, il a appelé le FBI, qui a pris l'ordinateur 1 an avant les élections présidentielles. C'était une bombe, cet ordinateur, il y avait tout dedans. Sûr. Le crack, la cocaïne, pédo, enfin tout. Ouais, il y avait tout. Et puis qu'il fallait payer 10% au big man. Etc. Oui. Le big man. Enfin, il y avait toutes les preuves qu'on voulait de la corruption des Biden qui est tout à fait évidente. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que le FBI a caché cet ordinateur pendant 1 an. Complètement. Complètement. Il ne s'est rien passé, il n'y a eu rien. Et le type qui était le réparateur, il est allé voir 1 mois avant l'élection l'avocat de Clinton, Giuliani, et il lui dit donc, regardez... Trump. De Trump, pardon. Giuliani, oui. De Giuliani, et il a dit, regardez ce que j'ai... Le type, j'imagine que Giuliani a sauté en l'air, et il a dit, bon, c'est gagné. Et Giuliani l'a filé au Post, alors New York Post. Le New York Post, c'est le quotidien, le plus vieux journal des États-Unis. C'est un peu un tabloïd, mais enfin, ils font de bonnes enquêtes. Le New York Post sort le dossier, et immédiatement, Twitter ferme le compte du New York Post. C'est-à-dire que le New York Post tire à aller peut-être à, je sais pas, 200 000 à New York. Et puis, il y avait probablement 20 millions de personnes qui allaient sur le compte pour regarder de l'Alaska ou partout. Twitter, oui. Sur Twitter. Twitter ferme complètement absolument. Et les autres suivent. Et il y a 51 anciens agents secrets, président de la CIA, président de ceci, président de cela, dont M. Baker, qui signent un papier disant qu'il y a toutes les preuves, qu'ils ont toutes les preuves que c'est une tentative de corruption de la Russie. Ah oui. 51 qui signent. Mais si vous voulez... 51, on signe officiellement. Officiellement, que c'est un truc. Bon. Et ensuite, les élections passent. M. Biden est élu. Comme vous l'avez dit, 53% des gens auraient voté dans l'autre sens. Donc ça aurait suffi à faire basculer l'élection. Donc c'était une tentative délibérée de changer les résultats de l'élection. C'est un représentant du Congrès, oui. Et 1 an après, le New York Times reconnaît que tout est exact dans Hunter Biden. Et il le savait dès le départ. Donc, la façon dont ces gens-là travaillaient, il suffisait qu'ils passent quelques coups de fil à YouTube et à Facebook. La façon dont l'information se répand aujourd'hui, c'est plus tellement par le TF1 le soir, vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. C'est la grand-messe du 20h terminée. Enfin, terminée, il n'y a plus d'informations là-dedans.
Et c'est vrai aussi de toutes les grandes chaînes classiques aux États-Unis, CBS, NBC, etc. Parce que personne ne s'attend à quoi que ce soit, c'est fait pour les... Mais ça passe par les réseaux sociaux, vous savez, c'est par là, c'est là qu'il y a un réseau. Et à ce moment-là, les réseaux sociaux ont été complètement fermés sur cette information. Et donc, c'est un phénomène absolument extraordinaire parce que la Chambre des représentants a quand même ce qu'on appelle un pouvoir d'enquête. Ce point-là. Et ils vont donc enquêter, ils vont réclamer les documents. Donc pour l'instant, ils sont en train de bosser sur les documents de Twitter, mais j'imagine qu'ils vont ensuite travailler sur les documents de YouTube et puis de Facebook, et puis donc, parce qu'on va voir, il n'est pas possible, si vous voulez, que le silence ait été fait comme ça, sans que tous ces gens-là soient mis d'accord. Et on voit, j'ai vu quelques-unes des auditions, là, on écoute, c'est étonnant parce qu'il y a des représentants, justement, une femme qui expliquait comment son compte avait été fermé. Oui, oui. Elle dit, mais vous m'avez... Elle a passé quand même, elle a été... Elle était élue. Elle était élue, elle était représentante, et ils ont fermé le compte, enfin, sans lui dire. Oui. Parce que ce qu'il faisait, il faisait deux choses. Soit il le fermait, il vous envoyait une lettre en disant, bon, vous avez dit des horreurs, bon, on vous ferme, bon, c'est bon, vous pouviez à la limite protester. Soit il mettait un petit bidouille sur votre compte. Oui, alors parlez l'audition à géométrie variable. L'audition à géométrie variable qui faisait que, à la place d'envoyer, si vous aviez, mettons, 200 000 personnes qui suivaient votre compte Twitter. Abonnés, oui. J'ai 200 000 abonnés. J'ai 200 000 abonnés. Combien recevez? Eh ben, les 5% qui étaient les plus proches de vous pour qu'il n'y ait pas de... pour qu'ils disent pas, on n'a pas reçu. On n'a pas reçu, et puis les 95 autres avec lesquels vous n'aviez pas vraiment de contact, ben ça là, ils ne le recevaient pas. Donc c'était... C'était la fameuse phrase de Georges Marchais dans si la France devient communiste, les éditeurs et les journaux pourront publier tout ce qu'ils veulent à condition qu'ils trouvent du papier, quoi. C'est boutade, oui. Non. Mais c'était la même idée. Donc c'était organisé. C'était parfaitement organisé, et c'était parfaitement organisé par ce gars qui s'appelait Baker, qui était le patron. Le patron du FBI, le patron juriste du FBI. Patron juriste du FBI. Et vous avez James Comey, qui était le ancien patron du FBI, qui a lancé l'affaire. Et on voit que dès le moment où Trump est arrivé, les coups tordus du FBI ont commencé contre la présidence républicaine. Oui, bien sûr. À foutre en l'air son principal conseiller stratégique. Lui-même a été interdit à vie à l'époque de Twitter, notamment. Voilà, donc c'est vrai, il y a eu une espèce de cabale qui a été dirigée par le Parti démocrate, avec des faux à n'en plus finir, comme par exemple sur le fait qu'il avait des liens avec la Russie, et ça a foutu en l'air les 2 premières années de sa présidence. Ouais. Et c'est extraordinaire parce que vous vous rendez compte que finalement, je regarde ces gars qui témoignent. Ouais. Et ce que disait Solzhenitsyn, encore lui, qui je l'avais toujours trouvé tellement vrai, c'est qu'il dit « ce sont tous des petits hommes gris ». C'est-à-dire que ce que vous avez, ces gens qui empêchent les autres de parler, ce sont des médiocres. Ce sont des médiocres affreux. Ce sont des gens qui détestent ceux qui ont réussi, qui détestent la vérité. Comme le disait Ayn Rand, qui est une philosophe américaine qui dit Ayn Rand. Elle disait, ces gens-là haïssent le bien parce que c'est le bien. Et je trouve que c'est une formule, ils haïssent le bien parce que c'est le bien. Et je pense qu'il y a des tas de gens en France, dont notre président, je crois, qui haïssent le bien parce que c'est le bien. Hélas, j'espère qu'il n'est pas complètement comme ça, mais on peut se poser la question incontestablement. Mais c'est vrai ce que vous dites sur les petits hommes gris. C'est les petits hommes gris qui font les dictatures. C'est les petits hommes gris, si vous voulez. Ces gars qui témoignaient, ils me faisaient irrésistiblement penser à Barbie. Ouais. Vous vous souvenez, le gars, il était là, il disait, mais j'ai fait que suivre les ordres. J'étais pas vraiment un nazi. Et donc, ces gars-là, si vous voulez, ils emmènent les gens dans les camps de concentration, mais pas par veulerie, je sais pas. Heureusement qu'on n'est pas en camp de concentration, mais c'est vrai qu'il y a empêché, on est excommunié. Mais les communications, c'est ce qu'ils faisaient à tous ces gens-là. Si vous voulez, ces gens-là pratiquaient l'excommunication. C'était pour un intellectuel, ne plus pouvoir être entendu,
c'est la mort. C'est évident. Et il a fallu, c'est comme toujours, il a fallu un changement. Et c'est toujours le facteur humain qui joue. Quelqu'un qui dit mais moi j'ai plus envie de jouer ce jeu-là et qui a les moyens de le faire parce qu'il faut avoir les moyens de le faire. Et à votre avis, alors aujourd'hui, donc en fait, c'est parti, ça vient de partir il y a quelques jours pour se poursuivre. Mais vous pensez que les contre-pouvoirs américains, Charles Gave, que vous connaissez bien, par rapport à l'Europe en général ou la France en particulier, peuvent et vont aller plus loin que ne le font nos contre-pouvoirs à nous? Quel contre-pouvoir chez nous? Oh, comment? Il n'y a pas de contre-pouvoir chez nous? Mais je cherche désespérément. Je suis le pauvre Charles Pratt qui vient d'être débarqué. Ouais, c'est vrai. Donc, si vous voulez, pourtant, lui, il était un juge, il avait, bref, un magistrat, absolument. Un magistrat, et il a été débarqué avec beaucoup d'autres... Non, enfin, parlons pas des contre-pouvoirs en France, ni en Allemagne, ni en Angleterre un petit peu. Et aux États-unis, alors? Aux États-Unis, oui, il y a des contre-pouvoirs, et ces contre-pouvoirs sont... quand faut retrouver la majorité dans l'une des deux chambres. À ce moment-là, vous pouvez lancer les enquêtes. Et vous n'avez pas le droit tous les documents sont enregistrés dans des listes officielles, et vous n'avez pas le droit de détruire des documents officiels. D'accord. Donc, s'il y a des gens qui essayent de commencer à nettoyer les archives chez YouTube, etc., automatiquement, il y aura une contrepartie au FBI et on la retrouvera. Donc, à ce moment-là, c'est aussi la prison à vie. Destruction. Ah oui, c'est-à-dire c'est indestructible. On ne peut pas les détruire. Enfin, on peut essayer de les détruire. Oui, bien sûr. Et on peut avoir la chance de Mme Clinton de détruire des documents officiels et d'être absous par le chef du FBI, puisque on sait les raisons. Mais non, donc ça peut monter, ça va prendre du temps, mais vous savez, on avait beaucoup parlé de cette espèce de... En tout cas, ce que ça montre de façon extraordinaire, c'est que il y a un État profond aux États-Unis. Il y a des gens qui discutent entre eux, de département à département, du FBI au ministère de la Justice, et on les voit, ils se font prendre la main dans le sac, là. Mais c'est pour ça, Charles Gave, qu'il ne faut pas parler de complotisme imbécile ou quoi que ce soit. Mais il y a un État profond. Il y a des gens qui sont ensemble pour protéger un certain nombre d'intérêts. Voilà. Et qui ont été mis là par les précédents présidents, et qui se croyaient, comme souvent ces gens-là, intouchables. C'est ça. Le sentiment d'impunité, absolument. Le sentiment d'impunité. Ils étaient, puisque leur truc de défense, c'était de dire, écoutez, c'est Twitter qui vous sanctionne, moi j'ai rien à voir là-dedans, et puis maintenant on voit qu'ils avaient un bureau en temps complet chez Twitter et qui disait celui-là vous le sanctionnez, celui-là vous le sanctionnez, celui-là vous le sanctionnez. Donc on voit bien qu'il y avait une pénétration entre ces grands groupes et le Parti démocrate qui était insensée. Écoutez, en tout cas, c'est à suivre. Merci Charles Gave, merci de ces éclaircissements. Et on va suivre les Twitter Files parce qu'il y en aura d'autres. On va aller au Facebook Files peut-être. En tout cas, écoutez, c'est bon qu'à un moment donné, les vérités puissent sortir comme ça, de leur marécage. Et comment donc? Sud Radio, André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. J'ai embrassé un flic entre nation et république. J'ai embrassé un flic, ça change des coups de fric. Je l'aurais pas cru il y a 30 ans. Renaud, j'ai embrassé un flic. Je ne sais pas si Louis Boyard, le député NUPES, le député de la France Insoumise, a embrassé les flics. Non, il veut pas leur parler. Mais il est sous protection policière. Et oui, des instructions ont été données aux policiers du Val-de-Marne d'effectuer régulièrement des rondes autour du domicile du député LFI Louis Boyard à la suite de menaces reçues par ce dernier. Voilà. Alors écoutez, juste quelques mots quand même là-dessus. Moi j'ai très peur pour Louis Boyard parce que moi j'ai entendu Louis Boyard et Louis Boyard, voici ce qu'il disait. Louis Boyard, écoutez. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui instrumentalise la police à des fins politiques. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui dit que la police n'a jamais tué alors que c'est un fait que la police tue. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui dit qu'il n'y a pas de contrôle abusif en raison de la couleur de peau. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui dit qu'il n'y a jamais eu de débordement après des refus d'obtempérer. Mais alors écoutez, moi je suis très inquiet. Je suis très inquiet. Mais si la police tue, comme vous dites, monsieur Louis Boyard, monsieur le député Louis Boyard, vous n'avez pas peur que parmi les policiers chargés de vous protéger, il y en a un qui va essayer de vous tuer ?
Mais moi, j'appelle tout le monde à faire la ronde autour du domicile du Val-de-Marne de monsieur Louis Boyard, qui est menacé par la police. Vous imaginez? C'est incroyable, ça. Qu'il accepte comme ça, ou même qu'il requiert d'être protégé par cette police qu'il vilipende du soir au matin et du matin au soir. Louis Boyard, attention, vous risquez gros. Vous êtes sûr que cette police, ces refus d'obtempérer, etc., cette police raciste que vous dénoncez tout le temps, cette police criminogène, mais elle est dans votre maison, autour de votre maison, peut-être dans votre jardin, elle touche la cuisine. Attention, Louis Boyard, et je n'ai qu'un mot à dire, protégez Louis Boyard, mais protégez-le parce que les policiers ont cerné la maison de Louis Boyard. Pour protection? Ben on ne sait pas. En tout cas, Louis Boyard, c'est beau, hein, quand on vilipende les gens du matin au soir, et puis qu'on les appelle quand on se sent pas très bien. Tout de suite, dans le face-à-face du lundi 13 février, Didier Raoult, professeur de médecine, infectiologue, microbiologiste, pour revenir sur la crise du Covid-19. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à l'émission. À tout de suite sur Sud Radio. Vous êtes bien dans le face-à-face avec André Berkoff et Didier Raoult, professeur de médecine, infectiologue, microbiologiste, pour décrypter les différents narratifs du Covid-19. Vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Didier Raoult. Bonjour professeur. Je suis content de vous avoir. Ça fait quelque temps que je n'avais pas eu l'antenne. Je rappelle que le conseil de l'IHU Méditerranée Infection de Marseille, que vous avez créé en 2011, vous avez été remplacé le 13 juillet dernier, enfin en juillet dernier, par l'un de vos collaborateurs, le professeur Pierre-Édouard Fournier, et que vous continuez évidemment à exercer votre profession. Vous êtes professeur de médecine, vous êtes infectiologue, vous êtes microbiologiste. Et je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, je le dis, pas que vos pairs dans le monde entier, vos pairs PAIRS bien sûr, vous ont quand même décerné le titre de, voilà, un titre une grande croix, une vraie grande croix, celle à mériter de la Légion d'honneur, mais une autre Légion d'honneur, celle des scientifiques, pour vos travaux, pour ce que vous faites. Juste, je voulais avec vous peut-être faire le point, ça fait 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans, qu'il y a eu, je voudrais pas revenir sur les polémiques, mais sur le narratif quand même qu'il y a eu, ce narratif sanitaire, sur le Covid-19, etc. On en a déjà parlé, mais je crois qu'aujourd'hui, avec le recul, on ne parle plus de 6e, 7e, 8e vague, on ne parle plus de variants, on ne parle plus de tout ça. Je ne sais pas si c'est calmé ou c'est fini, ce n'est pas de ma compétence, mais je voudrais revenir sur la morale de l'histoire. Je sais que vous préparez un livre, je ne sais pas si c'est sur ce sujet, mais la morale de l'histoire par rapport à quand même ce que nous avons vécu, ce qui a été véhiculé, cette idéologie, parce qu'il faut bien parler de ça, qui a été véhiculée, et qu'est-ce qu'on peut en tirer aujourd'hui, 3 ans après, et avec le recul, professeur Raoult? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Bien sûr, ça s'intègre dans un phénomène qui est plus vaste dans le temps et dans l'espace. Si on regarde les réactions à cette épidémie, l'Occident au sens large, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest et les États-Unis ont réagi d'une certaine manière, pas très efficace. C'est là où il y a le plus de morts, alors que c'était les pays les plus riches. Aux États-Unis, ce qui est un phénomène extrêmement intéressant et inquiétant, l'espérance de vie a diminué de 5 ans en 3 ans. De 5 ans? Énorme. 5 ans. Ouais. C'est intéressant, c'est les données du Center for Disease Control, mais ça vient à la suite d'une période dont on peut se demander ce qu'il a suscité, au contraire d'une immense foi dans le progrès sur l'augmentation de l'espérance de vie, qui se traduit dans ces grandes banques de données par un mensonge par omission, c'est-à-dire que sur World in Data ou Worldometer, qui sont des banques de données financées en grande partie par les GAFA, vous avez encore une espérance de vie aux États-Unis à 78,4 en 2022. Donc c'est un mensonge c'est violent, et vous le voyez, c'est assez intéressant, on le perçoit aussi en France. En France, ça fait depuis 3 ans, il n'y a plus d'augmentation de l'espérance de vie, mais
vous avez l'INSEE qui prédit que l'espérance de vie de 2023, hein, en janvier, elle prédit l'espérance de 2023 comme augmentant, et ils ont prédit que bientôt les femmes vivraient 93 ans. Donc vous voyez, il y a une idéologie du progrès qui est associée avec une manie de la prédiction qui est basée sur rien. En particulier, l'analyse des dernières années devrait amener à avoir une réflexion en disant, vous savez, il y a des phénomènes chaotiques qui font que tout ça n'est pas linéaire et vous ne pouvez pas penser qu'il suffit de projeter ce qui s'est passé dans les 30 dernières années pour savoir ce qui va se passer dans les 30 prochaines années. Et les modélisateurs. Les modélisateurs, les gens qui aiment prédire. Donc, il y a un vrai fond et le fait de remettre en cause l'idée, il y a un philosophe qui s'appelle Lasch qui a intellectualisé ça en Christopher disant... Lasch, c'est ça, le complexe de Narcisse. Oui. Et qui dit, écoutez, la croyance au progrès a remplacé la providence. Puisqu'on ne croit plus en la providence, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui nous sauve. Et ça, c'est la croyance dans le progrès. Et si, comme j'ai osé le faire comme un hérétique, si vous dites, écoutez, il n'y a pas de baguette magique, il n'y aura pas de providence, ça reste un travail d'artisan. Et au sens vraiment d'Hannah Arendt, c'est-à-dire, il faut faire. Et quand on est médecin, faire, c'est voir les malades, soigner les malades, utiliser ce que nous avons. D'accord ? Et ça, c'est un vrai point de vue que, et j'ai entendu d'ailleurs parmi les points de vue énoncés par un certain nombre de gens au ministère de la Santé, il faudra se débarrasser de l'artisanat en médecine. On ne peut pas se débarrasser de l'artisanat en médecine parce que c'est un métier qui est un métier d'expérience. Donc on ne peut pas diriger d'un ministère la prescription médicale ni toute l'intervention médicale. La médecine reste un métier, un vrai métier. Et donc, il faut faire. C'est un élément extrêmement important. Alors, c'est très intéressant. Je vais vous citer juste, je vais vous faire entendre un petit extrait de quelqu'un, voilà, le conseil scientifique, où vous êtes resté même pas 24 heures à l'époque. Bon, c'est terminé. Jean-François Delfrécy, qui présidait ce conseil scientifique, a terminé ses travaux, en tout cas, et a donné un discours, il a fait un discours au ministère de la Culture, et juste par rapport à ce que vous dites des gouvernements et des gouvernants, voici ce qu'il disait. Écoutez. Les 500 personnes qui gouvernent la France, à des degrés divers, soit politiques, soit directeurs de cabinet, soit directeurs des grandes institutions, des grandes directions des ministères, sont à 95% issus de l'ENA. Ils n'ont pas fait de maths et de sciences depuis la seconde et la première. Et inversement, après avoir dit ça, il y en a peut-être dans la salle, il y a une intelligence extraordinaire de ce milieu. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas de culture scientifique. Et ça, c'est quelque chose de très particulier. Alors vous allez me dire, ils ne sont pas là pour être des savants, ils sont là pour diriger. Hein. Mais quand on est à 95% avec un mode de direction et un moule qui est construit de la même façon, c'est quand même une vraie question. Moi, j'en sors là d'un point de vue démocratique avec une vraie question. Est-ce que c'est une question, est-ce que ce n'est pas une dimension de ce bilan pour vous, Didier Raoult ? Ah, c'est clair. J'irai plus loin que ça. Le fait, il y a une absence totale de compréhension de ce qu'est la recherche, y compris, ce qui est très ennuyeux, si vous voulez, dans ces inspections qu'on vous envoie régulièrement. Enfin, moi, je pense, j'en suis pris quelques-unes, peut-être plus de 10 en tout depuis que j'ai créé l'IHU. Ouais. Face à des gens qui n'ont jamais fait de recherche de leur vie. Ils savent pas ce que c'est. Ouais. Ils n'ont pas la moindre idée de ce que c'est. On avait un ministre de la Santé qui n'a pas fait de recherche. On avait une ministre de l'Université qui a fait de la recherche. Comme on fait un de mes thésards, j'ai encadré 100 thèses de sciences. Il y en a pas. Ces gens-là n'ont pas le niveau pour passer une thèse de sciences chez moi. Et ces gens ont des ficelles. Ils s'appuient sur des gens qui sont des inspecteurs. Et pire que ça, ce qui est très intéressant dans ce milieu, ce que décrit pas Delfrécy, moi j'ai mis longtemps à comprendre, ce sont des gens qui progressent, comme on le lit dans Saint-Simon, ils ne progressent que par l'obéissance. Ah ouais. Et donc,
la raison pour laquelle un certain nombre d'entre nous sont absolument insupportables, c'est parce que nous n'obéissons pas. Je n'obéis pas. Ouais. Et ils ont d'ailleurs une difficulté avec nous, les médecins, et c'est une des raisons pour lesquelles les mandarins ont perdu leur pouvoir, c'est que les mandarins avaient le pouvoir de dire non. Et en commençant d'ailleurs par le scandale du sang contaminé, quelqu'un comme le directeur de l'EFS de l'époque n'avait pas été quelqu'un de nommé. Les gens nommés ne peuvent pas dire non. Eh oui, c'est Ils ça. ne peuvent pas être nommés pour pouvoir résister. Ouais. Donc vous dites effectivement qu'à partir, oui c'est ça, la progression par l'obéissance est effectivement quelque chose, si on ne peut pas dire non, si on est, et ça vaut pour tous les métiers d'ailleurs, ça vaut pour beaucoup de métiers, y compris le nôtre d'ailleurs, soyons clairs là-dessus. Professeur Raoult, on se retrouve, c'est tout de suite après cette petite pause, à tout de suite. Et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour interpeller le professeur Raoult. À tout de suite sur Sud Radio. Non mais simplement par rapport à ce que vous me dites, par rapport à ça, Didier Raoult, il y a quand même quelque chose qui est... En fait, ce que vous dites, je reviens là-dessus parce que s'il n'y avait pas, vous voulez dire sans l'industrie pharmaceutique, il y aurait combien d'études en moins? Disons, il y aurait des études ou il y aurait très peu d'études, en fait. Parce que vous dites vous-même, l'État ne peut pas, n'a pas les moyens, en tout cas ne les prend pas pour justement financer des études indépendantes. Donc, évidemment qu'il y a une idéologie, c'est normal, derrière l'industrie pharmaceutique, il faut fabriquer des molécules et puis il faut les vendre, ou des vaccins, et puis il faut les vendre. Mais s'il n'y avait pas ça, donc on aurait une raréfaction totale des études? Non, au contraire, moi je suis assez optimiste, hein. Je pense qu'il y aura une bascule à faire et qui va se passer, si vous voulez, avec le repositionnement de molécules anciennes. Pour mettre les choses, pour essayer de me faire comprendre. Oui. On a vécu, depuis le 19e siècle, une révolution technologique et une évolution de la médecine qui est en partie basée sur l'innovation. Pas que sur l'innovation, sur l'hygiène, les qualités de vie. Simplement, le fait d'agrandir la taille des maisons a diminué la transmissibilité des maladies. Hein. Donc, déjà. Mais, si vous voulez, au bout de 150 ans de chimie, on n'en est pas à il y a 150 ans. Maintenant, on a un capital chimique absolument considérable. Or, les molécules ont été découvertes pour une efficacité et réservées à cette efficacité, alors que les molécules, en particulier issues de la nature, sont très souvent polyvalentes. Et donc, il s'agit maintenant d'utiliser la polyvalence de ces molécules, de les tester. Par exemple, il y a une quantité de molécules dont on a montré qu'elles étaient au laboratoire efficaces contre ce virus, y compris des neuroleptiques, y compris des calmants, y compris qui étaient imprévus. Donc ces molécules existent, elles ont un intérêt, ces molécules, c'est qu'on connaît leur absence de toxicité. C'est pour ça que le plus grand fantasme a été la toxicité de l'hydroxychloroquine sur des médicaments prescrits depuis 70 ans, ou d'ivermectine, si vous voulez. Donc on connaît leur toxicité, on sait qu'ils n'ont pas de toxicité à certaines doses, et donc il faut tester leur efficacité dans d'autres situations, et beaucoup de molécules ont des efficacités qui sont insoupçonnées. Et donc, il y a un recyclage de ces molécules qui ne coûte rien, parce que ces molécules ne coûtent rien. C'est leur problème, d'ailleurs. Moi, j'avais alerté il y a quelques années dans une chronique pour dire qu'il faut leur trouver un espace social pour que quelqu'un gagne de l'argent à développer ces molécules, parce que sinon, on ne les fera pas à tort. Non, mais vous apportez c'est le nœud du problème. On en avait parlé d'ailleurs avec vous. Le problème, c'est que s'il n'y a pas, effectivement, si ça ne rapporte pas, et je ne dis pas encore une fois, les labos ont fait des choses formidables, et il y a eu que ce soit des vaccins ou autres qui ont énormément servi, mais ces molécules-là, dont vous dites, effectivement, il y a un gisement aurifère, en tout cas, des molécules qui peuvent être recyclées et qui peuvent être retravaillées, en tout cas, mais qui donnera, je dirais, la volonté d'investir pour que, effectivement, même si ça ne rapporte pas des milliards, comme aujourd'hui, mais que ça rapporte, c'est tout le problème, ça. Oui, mais le monde change, vous savez. Continue, quel que soit le sujet, à penser que, si vous voulez,
à Paris, on dirige une partie du monde, et puis que l'Europe dirige le reste, et les États-Unis dirigent le reste. Mais tout ça ensemble, vous savez, dans la population mondiale, c'est pas très gros. Donc, les Chinois se foutent un peu, ils savent mieux traiter que nous la corruption, par exemple. Hein. Les Chinois ont puni très très sévèrement. Oui, c'est ça. Ils y vont même un peu fort de café, des fois, hein, quand même. Je parle du crédit social et compagnie. Hein. Oui, mais sur l'industrie pharmaceutique, si vous voulez. Après, moi, je veux bien, je suis pas un complotiste, je ne crois pas qu'il y ait un sommet de gens qui discutent entre eux et qui règlent les affaires du monde. Non, mais quand on découvre que la corruption est un des paramètres, quand même, ça fait... je ne sais pas, Pfizer a été condamné entre 13 milliards et 20 milliards de pénalités aux États-Unis ces dernières années. Alors, si on découvre maintenant que Pfizer est susceptible de donner des corruptions, et si on trouve normal que la présidente de la commission discute toute seule avec Pfizer sans témoin... Les SMS de Bourla et de von der Leyen, oui, c'est devenu culte. Moi, je trouve que, si vous voulez, c'est ce fiche du monde de dire, mais enfin, vous êtes complotiste de penser qu'il y a de la corruption. C'est vieux comme le... Moi, j'aime bien l'histoire. Je peux vous dire que la corruption, c'est aussi vieux que l'histoire humaine. Hein. Et que donc, ça nécessite des contre-pouvoirs, ça nécessite des analyses, ça nécessite de la transparence, ce qui évite la corruption. Et donc, à chaque fois, quand on voit qu'on peut signer 40 milliards d'euros sans la moindre transparence, on reste un peu suffoqué. Pareil pour l'industrie, 1 milliard au moment où l'OMS dit ça sert à rien, l'Europe en achète pour 1 milliard et on ne sait pas qui a décidé de ça. Et on a vu les médecins propagandistes de ça. On se retrouve tout de suite après une petite pause avec Didier Raoult. Et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour interpeller Didier Raoult. On attend vos appels. À tout de suite sur Sud Radio. Il y a un phénomène qui est très important dont on n'a pas assez parlé, à mon sens. Il y a, bien sûr, nous sommes d'accord, il y a une ignorance absolue, terrible, terrifiante de ce qu'est la science dans la politique et chez les journalistes. Et non seulement ça, mais du coup un désintérêt et du coup le fait qu'ils sont mal à l'aise avec des gens qui ne dépendent pas d'eux. Et donc il y a du coup une décroissance. Attendez, excusez-moi, qu'est-ce que quand vous dites mal à l'aise avec des gens qui ne dépendent pas d'eux, c'est-à-dire dont ils ne maîtrisent pas le contenu, c'est ça? Bien sûr. Et puis on est plus malin qu'eux. Je trouve, Delfrécy trouve qu'ils sont très intelligents maintenant. Si vous voulez. Ah oui, vous n'êtes pas d'accord sur les énarques selon Delfrécy. Non, je trouve que c'est des gens à qui on apprend. J'ai eu beaucoup de copains énarques de ma jeunesse. Hein. Ce sont des gens à qui on apprend à parler de n'importe quoi sans savoir de quoi ils parlent. Donc, si vous savez, ils ont des petites fiches. Moi, je voyais ça pour la littérature parce que je faisais des interrogations orales. Alors, ils avaient des fiches à la recherche du temps perdu. Et je me rappelle, j'avais coincé un de mes copains en disant, tu sais, la petite Simonet, il me dit, de qui tu parles? Alors, si j'avais été averti, j'aurais su de qui je parlais. Mais la petite Simonet, il ne savait pas qui c'était parce qu'il n'avait pas lu le livre. Oui. Ah, vous êtes lapidaire sur les énarques, hein, Didier Raoult. Ah non. Si vous voulez, je n'ai pas l'idée que il faut former les gens à être d'accord avec tout et à terminer avec le consensus en ne sachant pas de quoi on parle. Si vous voulez, il n'est pas pour moi de l'éducation. C'est clair. Je le dis autrement, mais ce que dit Delfrécy, c'est la même chose. Hein. Ouais. C'est des gens qui sont suradaptés à un mécanisme de sélection particulier, ce qui ne traduit pas une forme d'intelligence spectaculaire. Donc, c'est vrai que quand ils se retrouvent en face de gens qui ont des cursus très très différents et qui ont obtenu les choses non pas par la succession des obéissances à différents chefs de cabinet ou à différents ministres, mais par leurs propres moyens. Oui, leur jus de crâne, leurs études, leur jus de crâne. Ils ont des difficultés. Voilà. Et nous aussi, on a des difficultés parce qu'on ne les prend pas très au sérieux. Et eux se disent, mais pour qui ces gens se prennent? Vous voyez, donc, il y a un léger malentendu, là. Un malentendu. Et ça se traduit par le fait que la situation est très mauvaise en France. La France, actuellement, je regardais récemment, hein, pour la recherche médicale, si on rapporte la position par publication, par habitant, la France est 33e, derrière la Croatie. Ah oui, 33e, oui. Et ça a une situation. Et donc, sur les IHU, effectivement, moi je suis très content d'avoir mené cet IHU à l'endroit où je devais l'amener, 800 personnes, 27 000 mètres carrés, un coût au mètre carré qui est entre la moitié et le tiers de celui du CHU. Je suis très content.
Maintenant, on verra ce que sont capables de faire les autres. Les 2 demandes d'IHU supplémentaires faites en France par toute l'équipe qui a géré cette pandémie s'est fait planter au premier tour. Ouais. Donc, il y a tout l'INSERM, l'Institut Pasteur et la PHP. Celle de Lyon s'est fait planter aussi. Et les 2 autres tentatives d'IHU poussées par ce directeur général qui, lui, m'a poussé dehors, se sont aussi fait planter. Donc, pourquoi ? C'est parce qu'il y a un jury international et que c'est pas aussi simple de jouer avec un jury international que de jouer avec les inspections et les ministères. C'est pas la même catégorie, là. Vous voyez, c'est comme les Jeux Olympiques, là. Vous voyez, c'est pas pareil. Oui, on dit clair. Pas aux copains, aux gens qu'on connaît, aux amis ou à ceux qui sont bien gentils. Vous voyez. Et donc, comme projet scientifique, l'essentiel que l'on a, c'est de dire, écoutez, on va attendre qu'il y ait une nouvelle molécule de l'industrie pharmaceutique et je ferai, comme beaucoup de ces gens qui ont géré ça, mon épreuve de titre sur le fait d'avoir inclus des malades pour l'industrie pharmaceutique pour faire des publications. Si vous voulez, tout ça, ça ne fait pas de la science ni durable, ni sur laquelle on peut investir. Et donc, la situation de la France n'est pas bonne. La France, en termes de nombre de publications, est à la 10e place. En termes de publications par habitant, est à la 33e place. C'est très embêtant. Et si on décanille parce qu'on ne supporte pas les gens qui ont une autonomie intellectuelle, moi je dis, vous savez, si vous aimez l'opéra, vous êtes bien obligé d'aimer les divas. Sinon, vous n'avez qu'à prendre une... Sinon, vous allez prendre un magnétophone de poche. Mais c'est vrai, vous vous rappelez, je vous avais appelé quand on a appris la mort de Luc Montagnier. Moi, ce qui me fascine, c'est pas le mot, c'est que Luc Montagnier, à 65 ans, on lui a dit, bon, allez, vous prenez à la retraite, c'est terminé. Grâce à quoi il est allé aux États-Unis et en Chine. Et vous, Didier Raoult, allez, on vous pousse, comme vous dites, à la sortie, mais non. Et c'est extraordinaire parce qu'il pense que quoi, la science, ce sont des dogmes, c'est une religion, alors que justement, qu'est-ce que c'est la science sans la recherche? Je vais vous donner un exemple que je n'ai pas encore donné, sans vous insulter à personne. Hein. Non. Je vais vous dire. Quand Luc Montagnier est mort, je n'ai pas pu y aller, puis j'ai un souci avec les enterrements. Je n'aime pas les enterrements. Je ne suis pas allé, je dis ce que je pensais. Mais je ne suis pas allé. Mais il n'y a pas eu de représentant officiel à son enterrement. Absolument. Mais s'il faut regarder, dans le même temps, je suis surpris, mais parce que je ne suis pas de cette époque, je vois bien que je vieillis, on a fait entrer au Panthéon Joséphine Baker. Quand même. Ouais. Quand même. Vous voyez, je vois bien que je n'ai pas les mêmes valeurs. Vous voyez, je n'ai pas les mêmes valeurs. Bien que Joséphine Baker ait dansé avec mon père, j'en étais très très fier. Ça mérite d'aller au Panthéon. C'est joli ça, ouais. Non, mais pourquoi pas Joséphine Baker? Pourquoi pas? Mais, Luc Montagnier, comme vous dites, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme certaines personnes à qui on donne les grands croix de la Légion d'honneur. Mais bon, c'est une autre histoire, c'est un autre problème, ça. Mais, oui. C'est assez... Moi, je trouve ça très préoccupant. Mais juste un mot, professeur Raoult. Quand vous dites la France 33e, elle était combien? Elle était beaucoup plus haut il y a quelques années ou pas du point de vue des écrits Moi, ça fait longtemps, malheureusement, ça fait longtemps que je m'intéresse à ce problème et que j'essaie de susciter vis-à-vis de l'État des réactions dont certaines ont été suivies des faits. Mais si vous prenez la fin du XVIIIe siècle, la France produisait 40% de la connaissance dans la recherche médicale. 40%. 40% dans le monde, enfin du monde, quoi. Ouais. Et maintenant, elle en produit globalement 2,5%. Ouais, d'accord. C'est ça, l'évolution du monde. Ouais. Et donc, ça fait un moment que ça dure, et bientôt, on va arriver à l'étiage, c'est-à-dire que nous produirons à la hauteur de notre population, c'est-à-dire on sera à la moyenne de la production mondiale en France. Donc, c'est extrêmement important. C'est extraordinairement... si vous me demandez, il n'y a pas de baguette magique pour redresser ça. Il faut aimer les chercheurs, il faut laisser se développer la recherche, il faut rendre leur liberté. J'ai vu un papier récemment de Alain Fischer, avec qui je ne suis pas toujours d'accord, mais qui disait ça. Les financements sur projet sont malsains parce qu'ils sont revus par vos adversaires ou vos amis. Il faut donner des financements blancs aux gens qui ont la capacité à découvrir ou à faire des choses, et puis les évaluer rétrospectivement au bout de 4 ans, et puis on coupe les financements si ça ne marche pas. Mais on ne peut pas passer sa vie à déposer des projets partout. On a obligé à faire des projets qui soient multicentriques, c'est-à-dire
qui font que des gens qui font le même métier, mais dans différents pays, tous les projets européens sont comme ça, ce qui est idiot. La découverte ne se fait jamais en travaillant avec des gens qui font la même chose que vous. Elles se font travailler avec des gens qui ne font pas la même chose que vous. Le choc des étrangetés, c'est ça qui marche. Et effectivement, là, c'est là où l'État doit retrouver un rôle face, effectivement, uniquement à la productivité et à la recherche du bénéfice. Le face-à-face du lundi 13 février avec Didier Raoult. Vous avez la parole, chers auditeurs, au 0826 300 300. Et on accueille Julien de Marseille. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour André, bonjour professeur Raoult. Alors j'avais une question. Je ne sais pas si je pense certainement que vous avez entendu parler de la grippe russe de 1890, où c'est apparemment la dernière fois qu'un coronavirus est passé de l'animal à l'humain, le C43, avec à peu près le même processus qui s'est passé. Ça a duré 5 ans sans médicaments, puis c'est rentré dans un coronavirus humain. Pourquoi ne nous sommes pas appuyés sur l'expérience de ce passage de coronavirus de l'animal à l'humain pour travailler sur celui des 3 dernières années? Vous parlez à la fin du 19e siècle, c'est ça? 1890, la grippe russe qui s'est développée, ça a duré 5 ans, il y a eu les mêmes vagues, vous regardez dans le Vidal, c'est expliqué. C'est impressionnant le rapprochement qu'on peut avoir les deux, et sans médicaments, ça a duré 5 ans comme aujourd'hui. D'accord. Professeur Didier Raoult, on pouvait tirer de l'expérience russe, on pouvait tirer un enseignement? En tout cas, ce qu'on pense, ce que je pense maintenant, puisqu'on a plus de données sur ce virus qui a des côtés positifs qu'on n'en a jamais eu sur aucun virus en termes d'analyse des gènes de ce virus. Donc, ce que l'on voit, si vous voulez, c'est que indépendamment de toutes les actions humaines, c'est-à-dire que ce soit les médicaments, peut-être pas un certain nombre de médicaments qui sont mutagènes, comme le remdesivir, si on donne ça chez un immunodéprimé, on a plus de mutations. Et sinon, ces virus ont une mutation à peu près tous les 15 jours. Donc, si les virus que nous avons actuellement ont 100 mutations de différence par rapport au premier de Wuhan, d'accord? Parce que tous les 15 jours, vous avez une mutation qui est sélectionné, qui reste. D'accord ? Et donc, les virus, ce virus, probablement comme ceux qui viennent des animaux en général, avant de s'adapter pour devenir un virus strictement humain, comme la rougeole par exemple, a besoin d'un certain temps. Et par exemple, on a vu que de temps en temps, le fait de perdre un gène, on a appelé ça le phénomène Mistigri, renforcer l'activité du virus. Voyez Donc ce virus n'est pas stabilisé. Le virus de la rougeole a beaucoup moins de mutations, si vous voulez, que ce virus. Donc il n'est pas, je suis d'accord avec vous, il donne l'impression de rentrer actuellement dans la catégorie des coronavirus endémiques. Il y en a 4 déjà, de coronavirus endémiques. On a l'impression que c'est ce qui fait. Et que, comme la grippe a fait ça, vous avez vu, la grippe en 17, ça a été une maladie gravissime, y compris chez les très jeunes. Et puis, de temps en temps, il y a un variant majeur qui donne une épidémie sévère, et sinon, ça atteint, pas exclusivement, mais essentiellement, des gens qui ont... Et vous pensez que le coronavirus s'oriente vers cela, plutôt, aujourd'hui, enfin, en l'état actuel des connaissances? L'évolution... Moi, le fond de ma recherche fondamentale, c'est l'analyse du changement et de l'évolution. L'évolution générale des épidémies va vers ça. On apprend même que, par exemple, les épidémies de peste qu'on a eues sont dues à des variants, c'est-à-dire qu'un variant a une espérance de vie, nous, qu'on a mesuré chez Covid-19, qui est de 3 mois et demi. Vous voyez, il doit supporter plus d'un certain nombre de mutations. Et au bout de 3 mois et demi, il y a une autre épidémie qui repart si éventuellement il y a une mutation favorable qui permet de repartir sur une nouvelle épidémie qui va durer 3 mois et demi. Voilà, donc ça, c'est ce que l'on peut voir maintenant avec 3 ans de recul. En réalité, c'est que les virus sont capables de supporter, les nouveaux clones sont capables de supporter 7 mutations. Et vous voyez, 7 mutations, ça fait 3 mois et demi. Ouais, c'est ça. Merci. Nous avons qui, Lucien? Merci beaucoup, Julien. Et on accueille maintenant William de Courbevoie, pas très loin d'ici. Bonjour, William. Oui, bonjour, William. Oui, bonjour André, bonjour professeur. Je voudrais savoir, je m'interroge pourquoi vous-même et le professeur Henri Junco, le professeur Perron et le professeur Montagnier, pourquoi vos avis, sauf erreur de ma part,
ne se sont pas croisés, pourquoi il n'y a pas eu apparemment de volonté de croiser vos avis respectifs, vos visions respectives sur la crise du Covid. Voilà la question que je me pose. Didier Raoult? Il n'y a pas de raison particulière. Moi, j'ai de très bons rapports avec Péronne. J'avais beaucoup de respect pour ce qu'a fait Montagnier dans sa vie. Il n'y a pas de raison en soi, si vous voulez, mais on n'a pas formé de club, d'abord parce que beaucoup de chercheurs, beaucoup de trouveurs, parce qu'il y a une ambiguïté entre chercheurs et trouveurs. Beaucoup de trouveurs ont des stratégies individuelles. C'est comme ça. Je n'ai jamais pris pour le ministre de la Santé, j'ai jamais voulu être directeur d'un institut autre que celui que j'avais fait moi-même, si vous voulez. Donc, les chercheurs ont des modes de pensée qui sont, même si elles se rejoignent de temps en temps, sont individuelles. C'est d'ailleurs fait qu'on est si mal compris des politiques. Hein. Les gens qui découvrent des choses ne sont pas des gens qui sont socialement... Moi, je passe pas ma vie dans les réseaux, je dois... Ni dans les dîners en ville. En fait, vous n'êtes pas chasseur en meute, quoi. Non, puis je m'ennuie, moi, souvent, si j'ai pas quelque chose d'intéressant à faire. J'ai honte de dire ça, mais j'ai peut-être 5 dîners le soir par an, en tout et pour tout. Donc, si vous voulez, je suis pas un être d'une sociabilité extrême. Je suis pas un énarque, vous voyez. C'est le vert. J'ai pas 100 repas par an. Si vous voulez, à rencontrer les uns les autres, tiens, à se connaître. Je suis pas comme ça. J'en veux pas à ceux qui sont comme ça. Chacun sa nature. Bien sûr. Mais vous avez d'autres choses à faire. Effectivement, Lucien. Et les Bouches-du-Rhône qui continuent de nous appeler puisque Nicolas de Marseille souhaite poser une question au professeur Raoult. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour Nicolas. Bonjour, j'appelais concernant la conférence du professeur Delfraissy que donc M. Berkoff a cité tout à l'heure. Oui. À l'intérieur de cette conférence, il y a le professeur Delfraissy qui a dit en rigolant pratiquement qu'il avait eu raison sur tout concernant la crise Covid et que le professeur Raoult a eu tort surtout concernant cette crise Covid. Et donc je voulais connaître le bilan un peu par rapport à ce bilan Covid, ce qu'en pensait le professeur Raoult pour ce qui est du confinement, le port du masque, l'obligation vaccinale, le pass sanitaire et un petit bilan, le dépistage aussi, le séquençage. Mais il en a parlé, le professeur Raoult, mais peut-être ce serait bon d'en redire quelque chose, Didier Raoult. Oh, mais moi, je suis cohérent avec ce que je pensais et ce que je dis. C'est globalement, Delfraissy et les gens du ministère disaient il ne faut pas tester, ce qui était une folie, et puis on s'est mis à tester 10 fois plus que ce qui était probablement nécessaire. Donc l'histoire a tranché. Ensuite, si vous voulez, maintenant, on sait très bien, ça a été maintenant une énorme étude qui a été faite, que le fait de porter le masque dans la rue ne servait à rien. Pour le confinement, on savait assez tôt qu'en réalité, c'était une erreur de confiner les gens chez eux parce que le taux de transmission dans une maison, quand vous n'avez pas testé les gens pour savoir s'il y en avait un qui était contagieux, c'est un contresens de la base des maladies contagieuses, des maladies infectieuses. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Ça se passe de transmettre plutôt dans les locaux fermés que en se baladant dans la rue. Donc ça, on sait que c'est pas vrai non plus. Donc, quand le confinement, c'est pas vrai, les masques dans la rue, c'est pas vrai. Les masques, c'est important pour les soignants, pour les gens qui ont des rapports de proximité. Ouais. Donc, quand on sait que quelqu'un est malade. Pour le reste, on n'a jamais, et on n'avait pas démontré les choses, pas plus à cette époque-là. Donc, pour la thérapeutique, moi, je reste exactement sur ce que les gens qui sont sans préjugés, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de conflit d'intérêts, ont trouvé dans la littérature vis-à-vis des traitements que nous avons mis en place. Quant à l'obligation vaccinale, si vous voulez, il suffit de regarder, je sais pas, là c'est un autre site, johnhopkins.com, pour voir l'efficacité de la prévention de la maladie et de la mort à la masse dans un pays. Vous avez des pays dans lesquels il n'y avait pas de Covid, hein, comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, Corée du Sud, le Japon. Et puis, on fait une campagne vaccinale monstrueuse parce que il y avait cette illusion, moi je n'avais pas, parce que je connais un peu la virologie, que l'on allait pouvoir éradiquer cette maladie en vaccinant tout le monde, ce qui était une opinion, mais ce n'est pas la variole, cette maladie. Vous savez, il n'y a pas de maladie respiratoire avec des virus ARN qu'on n'ait jamais réussi à éradiquer par le vaccin, ni chez l'homme, ni chez l'animal. Quand en plus cette maladie est une zoonose, c'est-à-dire qu'elle infecte les animaux, c'est-à-dire que nous, la source du variant le plus dangereux, le plus tueur en France,
mon analyse basée sur les génomes, c'est qu'elle vient d'un élevage de visons qui était en Eure-et-Loire. Ouais. D'accord ? Oui, Donc vous l'avez dit, oui. Mais ça repasse au micron. Les données qu'on a actuellement, ça laisse penser qu'en réalité, ça s'est développé à bas bruit chez les muridés, c'est-à-dire les rats et les souris. Et ça depuis au moins 1 an avant qu'on voit les cas humains. Vous voyez, donc tout ça, c'est de la connaissance, c'est de la science. Quand on fait des allers-retours entre l'homme et la bête, on ne peut pas imaginer que de vacciner les hommes va arrêter le virus. Quand on voit la vitesse de mutation de ces virus, si vous voulez, ce qui est la raison pour laquelle au début, quand j'ai commencé à parler de variants, tout le monde me disait ça n'existe pas. Oui. C'était une extrapolation à propos d'autres coronavirus qui ont des taux de mutation plus faibles. Et que ça, c'était du coup de dire qu'ils mutaient sans arrêt, ça voulait dire qu'il n'y aurait pas un vaccin fixe qui permettrait de régler le problème. Ce que l'on a vu, tout le monde est d'accord. Si les gens qui font des vaccins font maintenant des vaccins avec 2 variants, c'est bien parce que ça ne suffit pas. Donc finalement, moi, je ne vois pas trop, si vous voulez, les éléments sur lesquels Delfrécy avait des éléments spéculatifs qui mélangeaient de la politique, de la politique de prévention et de la science. Il y a eu beaucoup de politique là-dessus. Juste une dernière rapide question. On arrive hélas à la fin de l'émission, docteur. Vous préparez un nouveau livre ? Oui. D'accord. Je l'ai écrit, ça y est. Eh bien, on en reparlera très vite. Merci encore. Merci pour vos éclaircissements. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés, d'avoir écouté le professeur Didier Raoult.